Les néons de la salle de conférence étaient impitoyables, écrasant chaque visage pour en révéler les angles les plus durs, et mon père a parlé le premier, sa voix assez ferme pour blesser lorsqu'il a prononcé « Tu es mise à pied jusqu'à ce que tu présentes tes excuses à ta sœur ». Un stylo s'est arrêté net de gratter le papier, ma sœur Chloé a incliné la tête, feignant l'offense, mais le léger rictus qu'elle tentait de dissimuler disait tout le contraire. Je me tenais debout devant mon écran de présentation figé, mon pouce appuyant machinalement sur la télécommande jusqu'au déclic, mais personne n'a parlé, personne n'est intervenu, personne n'a même osé respirer différemment, alors je n'ai pas discuté, je n'ai pas sourcillé, j'ai simplement dit « d'accord ». Si mon père avait su ce que ce simple mot allait déclencher, il serait peut-être resté silencieux, car j'ai grandi dans une maison où le silence était censé signifier l'harmonie, mais il m'a fallu des années pour comprendre qu'il signifiait en réalité la hiérarchie. Chloé avait appris cela très tôt, comme cette fois où elle avait pleuré lors d'un désaccord sur un projet scolaire en arts plastiques, et mon père était intervenu avant même que l'instituteur ne puisse finir d'expliquer la situation, elle était repartie avec de nouvelles fournitures et une caresse sur la tête, tandis que je repartais avec le même panneau d'affichage et le rappel d'être la raisonnable. Être raisonnable est devenu mon rôle avant même que je sache que je l'avais accepté. Je me souviens de l'après-midi où ma lettre d'admission pour une grande école d'ingénieurs est arrivée, une enveloppe épaisse, mon nom imprimé proprement au centre, je la tenais à deux mains sur le carrelage froid de la cuisine, sentant le poids d'un avenir que j'avais mérité. Mon père a parcouru la première ligne, a hoché la tête une fois et l'a posée à côté de la pile de courrier comme s'il s'agissait d'un rappel pour un rendez-vous chez le dentiste, il n'a même pas ouvert la deuxième page. Chloé est entrée 10 minutes plus tard avec une bague de fiançailles au doigt, et soudain la maison s'est remplie de coupes de champagne et d'appels téléphoniques, ma lettre disparaissant sous une pile de serviettes en papier avant la fin de la soirée, et c'est la première fois que j'ai réalisé que l'accomplissement valait moins que le spectacle. Après le décès de ma mère, le déséquilibre s'est accentué, car elle avait été le tampon silencieux, celle qui remarquait quand mes épaules se tendaient ou quand je veillais trop tard pour finir mes dossiers, quand la maison a perdu sa douceur. Elle a aussi perdu la seule personne qui empêchait l'aveuglement de mon père de nous engloutir tous. Chloé n'a pas changé, elle a simplement rencontré moins de résistance, et dans l'entreprise familiale, le schéma s'est répété avec des lignes plus nettes et des enjeux plus élevés. J'ai construit le département de développement à partir d'une petite pièce aux lumières vacillantes pour en faire un étage entier d'ingénieurs qui me faisaient confiance, je connaissais chaque détail de chaque échéancier, chaque fonctionnalité livrée, chaque système que nous avions reconstruit. Je ne m'en vantais pas, je n'en avais pas besoin, mais Chloé, en revanche, maîtrisait l'art de promettre des choses qu'elle ne comprenait pas, vendant des délais de 4 semaines quand le travail en nécessitait 12, validant des budgets qui ne tenaient pas compte de l'infrastructure de test ou de l'épuisement du personnel. Mon père la soutenait toujours, insistant sur le fait qu'elle connaissait les clients et qu'il fallait simplement que ça marche, alors nous le faisions, les nuits se confondaient avec les matins, mon équipe restait tard, les yeux fatigués sous la lueur bleue des écrans, et je restais encore plus tard, comblant les lacunes, réécrivant les plannings, absorbant le blâme qu'elle rejetait avec un sourire impeccable. Mon père ne demandait jamais comment nous gérions, il répétait seulement ce qu'il avait toujours dit, ta sœur gère les relations, tu gères le reste. Je ne discutais pas, je documentais tout, c'est devenu mon langage silencieux, des chronologies, des notes, des journaux de risque, des preuves écrites que personne ne voulait lire. Le dernier projet avant ma mise à pied m'a révélé ce que j'avais refusé d'admettre. Chloé a fait une autre promesse impossible, mon père l'a approuvée avant même que je voie l'email, et quand j'ai souligné que les chiffres ne collaient pas, il m'a regardé de la même manière que lorsque j'étais enfant et que je demandais de l'équité, un regard patient, dédaigneux, certain que je m'adapterais pour correspondre à la forme dont il avait besoin. Debout dans le couloir à l'extérieur de cette salle de réunion, j'ai réalisé quelque chose de simple et de tranchant. J'avais passé une vie à être raisonnable pour des gens qui n'avaient jamais eu l'intention de me voir du tout, et ce jour-là, j'ai appris ma place dans cette famille et j'ai tranquillement commencé à la quitter. Le couloir devant la salle de conférence semblait plus froid qu'il n'aurait dû, les gens s'écartaient quand je passais, non par respect, mais par malaise, comme si se tenir trop près de moi pouvait les attirer dans le rayon d'action d'une décision familiale que personne ne voulait reconnaître. Personne n'a prononcé mon nom, personne n'a croisé mon regard, et quand j'ai atteint mon étage, j'ai vu une note imprimée scotchée près des ascenseurs, un nouvel organigramme, une nouvelle chaîne de commandement où le nom de Chloé trônait proprement en haut d'une colonne que j'avais bâtie à partir de rien, son titre en gras, le mien entièrement absent, ce n'était pas un oubli, c'était une réécriture.
Mon téléphone a vibré dans ma poche, un message d'un de mes ingénieurs demandant si ça allait, un autre demandant si on suivait toujours mon calendrier, disant qu'il racontait beaucoup de choses là-haut, mais j'ai retourné l'écran face contre mon bureau et je l'ai laissé vibrer en silence. Mon père a appelé quelques minutes plus tard, il n'a pas demandé comment je me sentais, il a demandé si je comprenais l'image que cela renvoyait, sa voix portant le même ton que lorsqu'il essayait de m'expliquer à 12 ans pourquoi Chloé avait eu la dernière part de gâteau, me disant de garder la paix, que la famille passait avant tout. Famille, ce mot semblait étrangement léger dans sa bouche, et quand j'ai raccroché, Chloé attendait déjà dans l'encadrement de la porte, elle n'avait pas frappé, elle s'appuyait contre le cadre comme si elle possédait la pièce parce que mon père s'était assuré que ce soit le cas. Tu peux mettre fin à tout ça, a-t-elle dit, assez doucement pour paraître gracieuse, excuse-toi simplement. Elle a brossé une peluche de sa manche, a vérifié son reflet dans le bord sombre de mon écran et s'est sourie à elle-même, petite, confiante, certaine d'avoir gagné. Je l'ai regardée, ce sourire en coin que j'avais observé toute ma vie, une courbe qui signifiait qu'elle ne s'attendait à aucune conséquence, ni maintenant, ni jamais. Je n'ai pas répondu, je ne l'ai même pas regardé directement, j'ai juste senti quelque chose changer en moi, pas de la colère, pas du chagrin, quelque chose de plus stable, comme une porte qui se ferme à clé. Elle a attendu, s'attendant à une dispute dont elle pourrait se sortir par une pirouette, mais au lieu de cela, j'ai pris ma mallette, fermé mon ordinateur portable et je me suis levée. C'est tout, a-t-elle demandé, j'ai hoché la tête une fois, puis j'ai dit le seul mot qu'elle n'avait jamais vu venir, d'accord. J'ai fermé la porte de mon bureau et laissé le verrou s'enclencher, le son était petit, presque poli, mais il marquait une ligne que je n'avais jamais franchie auparavant. La pièce me semblait inconnue maintenant, comme si je la voyais de l'extérieur, les murs de verre, les diplômes encadrés, le doux bourdonnement des machines, mon équipe me faisait confiance pour que tout continue de tourner, tout ce que j'avais construit, organisé, protégé, tout ce qui était considéré comme acquis. J'ai glissé l'élastique de mon poignet et attaché mes cheveux en arrière, le mouvement familier me stabilisant, puis j'ai ouvert le tiroir du haut et j'ai commencé. Les premières choses que j'ai emballées étaient les documents que je ne laissais jamais personne d'autre manipuler, les portées des projets, les évaluations des risques, les notes de réunion dont personne ne se souvenait que j'y avais assisté, les paiements, les factures, les répartitions budgétaires, les échéanciers griffonnés à minuit dans ma cuisine avec une tasse de café refroidi à côté de moi. J'ai aligné chaque dossier en une rangée soignée sur mon bureau, vérifiant les dates, faisant correspondre les signatures, bougeant avec la précision calme que j'utilisais pour déboguer du code, sans précipitation, sans panique, juste la vérité. J'ai enveloppé mes diplômes dans du papier de soie, glissant ensuite chaque cadre dans un carton, chaque récompense suivie d'une preuve de travail que mon père n'avait jamais reconnue mais que l'entreprise ne pouvait nier. Les murs devenaient vides, plus froids, comme s'ils se préparaient pour la prochaine personne qui se tiendrait ici en prétendant savoir ce que ce travail exigeait. Mon ordinateur portable a émis un son, des messages continuaient d'arriver de mon équipe, d'autres départements, de gens qui avaient assisté à la réunion et fait semblant de ne pas voir ce qui s'était passé, mais j'ai retourné l'ordinateur face contre table, le silence était plus propre. J'ai ouvert un nouveau document, non pas pour analyser, non pas pour défendre, mais pour finaliser, une lettre de démission, courte et calme, sans émotion, sans accusation, juste la rupture formelle d'un rôle que j'avais déjà dépassé. Puis est venu le vrai travail, j'ai ouvert le disque partagé et commencé à compiler les preuves que personne n'avait demandées mais dont tout le monde avait besoin, historique de projet, allocation de ressources, notes contractuelles, chaque cas où Chloé avait fait des promesses sans vérifier une seule contrainte technique. Je n'ai pas ajusté le ton, je n'ai pas ajouté de commentaires, j'ai seulement rassemblé ce qui existait déjà. 2 heures se sont écoulées comme une longue expiration, et au moment où le fichier était complet, ce n'était pas un plaidoyer, c'était un miroir. Mes doigts ont plané au-dessus du bouton d'envoi, non par doute, mais par précision, le timing comptait, un plan silencieux ne crie pas, il atterrit. Je l'ai envoyé au conseil d'administration, au chef de département, aux clients dont les attentes avaient été faussées, avec un objet unique, documentation du projet et aperçu du statut, pas de drame, juste de l'information. Mon téléphone a sonné dans les 60 secondes, l'avocat de l'entreprise d'abord, puis un membre du conseil, puis 2 clients, tous restés sans réponse. J'ai traversé la pièce à nouveau, ramassant des stylos, des carnets,
le mug que mon équipe m'avait offert l'hiver dernier, et la seule chose que j'ai laissée sur l'étagère était un prototype d'un projet que nous avions sauvé il y a 3 ans, 40 heures de travail en 2 jours, assez de café pour tenir un mois et un sentiment d'unité qu'aucun cadre n'avait jamais remarqué. Je l'ai remis droit, j'ai épousseté la poussière et je l'ai laissé rester. Chloé est apparue à nouveau dans l'encadrement de la porte, cette fois essoufflée, sa voix résonnant faiblement contre la vitre. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle a regardé le bureau à moitié emballé, ses yeux passant du mur vide au carton ouvert. Je n'ai pas répondu, j'ai placé le dernier dossier dans ma mallette, je l'ai fermé avec un clic silencieux. Elle est entrée comme si elle traversait une frontière sans permission. « Tu ne peux pas partir, papa ne le permettra pas, tu fais une erreur. » J'ai glissé mon ordinateur portable dans sa housse et j'ai dit « Non, j'en corrige une. » Sa bouche s'est ouverte, prête à argumenter, à jouer la comédie, à tordre le récit pour qu'elle reste l'héroïne, mais elle s'est arrêtée quand elle a vu mon bureau complètement vidé, l'espace qui contenait mon travail, mes heures, ma présence, désormais vide. Pendant un moment, elle est restée silencieuse, je suis passé devant elle sans attendre de permission, le couloir dehors sentait faiblement l'encre de photocopieur et le café brûlé, la même odeur qui m'avait suivi pendant des années. Chaque pas semblait délibéré, ancré, plus propre que n'importe quelle victoire, et au moment où j'atteignais l'ascenseur, j'avais déjà pris rendez-vous avec mon avocat. Un message d'un chasseur de tête clignotait sur mon écran verrouillé, une opportunité que j'avais autrefois déclinée par loyauté, je l'ai ouvert, j'ai répondu, j'ai accepté. Mon père a rappelé, sa voix remplissant la messagerie d'urgence. Nous devons parler, ne fais rien d'irréfléchi. Mais le plan était déjà exécuté, et rien n'y était irréfléchi. Je suis rentré chez moi juste au moment où la lumière du soir glissait dans mon salon, la maison était calme, chaude, à moi. J'ai posé la mallette sur la table de la salle à manger, je l'ai ouverte et j'ai disposé les documents en pinettes, l'ordre était apaisant, la vérité indéniable, une pile pour les contrats, une pour les paiements, une pour les échéanciers, une pour les emails, un dernier dossier contenant la lettre de démission attendant une signature. J'ai pris une lente inspiration, j'ai pressé le stylo sur la page, j'ai signé mon nom d'une main ferme, j'ai tout rassemblé dans la mallette, je l'ai fermé doucement et j'ai passé mes doigts le long du bord en cuir, un rituel scellant quelque chose d'irréversible. Dans le silence qui a suivi, rien ne semblait chaotique, rien ne semblait faux, il y avait juste de la clarté. Pour la première fois depuis des années, je ne me préparais pas à réparer quoi que ce soit, je me préparais à partir, cette fois, je ne réparerais pas ce qu'ils avaient brisé. Je suis arrivé au bureau juste avant 9 heures, le hall était plus bruyant que d'habitude, des chuchotements cachés derrière des couvercles de gobelets de café, des regards qui fuyaient quand je levais les yeux. Quelqu'un a retenu l'ascenseur pour moi, puis a fait semblant de ne pas l'avoir fait quand je suis entré. L'étage de la direction semblait plus étroit, comme si l'air ne s'était pas complètement stabilisé depuis la veille. L'assistante de mon père se tenait près de la porte, serrant un dossier contre sa poitrine, elle a dit « Il veut vous voir », mais le tremblement dans sa voix me disait que la demande ne venait pas vraiment de lui. Je n'ai pas répondu, j'ai marché directement vers la salle de conférence, la porte était déjà ouverte. Mon père se tenait au bout de la table, les épaules raides, les yeux cernés de rouge après une nuit passée à essayer de contenir ce qui ne pouvait l'être. L'avocat de l'entreprise était assis à côté de lui, ordinateur portable ouvert, le visage pâle, une assistante juridique tapait silencieusement dans un coin, enregistrant tout. Chloé rôdait près de la fenêtre, les bras croisés, l'expression pincée comme si elle avait mâché quelque chose d'acide. Personne n'a parlé jusqu'à ce que je prenne place. Mon père a essayé le premier. Nous pouvons arranger ça, sa voix forçant l'autorité, soyons rationnels. J'ai posé la mallette sur la table, le bruit sourd a tranché la pièce, je suis ici pour finaliser ma démission. L'avocat a inspiré brusquement, Chloé a cligné des yeux, la première fissure dans sa confiance, la mâchoire de mon père s'est serrée, tu n'as pas besoin de faire ça. J'ai ouvert la mallette, soulevé la lettre de démission, je l'ai posée doucement sur la table comme on pose une carte dans un jeu qui est déjà terminé. Une mise à pied sans motif documenté déclenche les clauses de rupture, ai-je dit, l'article 12 couvre l'acquisition immédiate des droits. L'avocat avait déjà lu mon contrat, il a hoché la tête une fois, confirmant mes dires. Mon père a cligné des yeux lentement, comme s'il traitait la réalisation qu'il avait approuvé chaque clause lui-même il y a 4 ans. Chloé s'est avancée, c'est ridicule, tu exagères tout ce que tu avais à faire c'était excuser.
J'ai fait glisser un deuxième dossier sur la table, la documentation de la veille au soir, échéancier, contrat, paiement, facture, chaîne de mai, tout était propre, tout était factuel, tout ce qu'elle avait prétendu inexistant. L'avocat a hésité avant de l'ouvrir, et quand il l'a fait, son visage s'est encore plus vidé. C'est exhaustif, a-t-il chuchoté. Chloé s'est penchée par-dessus son épaule, les yeux s'écarquillant à chaque page. Tu ne peux pas envoyer ça au client, a-t-elle dit. Ils penseront que je l'ai déjà envoyé, ai-je répondu. Sa main s'est figée en l'air. Quoi? La voix de mon père s'est brisée. J'ai envoyé la documentation au conseil et aux parties prenantes du projet, ai-je continué, mise à jour de statut, la précision compte. La pièce a plongé dans un silence creux. Chloé a regardé mon père, désespéré d'être sauvé. Papa, dit quelque chose. Mais il ne la regardait pas, il fixait la pile de documents, le miroir qu'il avait passé des années à refuser d'affronter. Tu nous as pris par surprise, a-t-il dit doucement. Non, ai-je répondu, j'ai révélé ce que vous ignoriez. L'avocat s'est raclé la gorge, légalement, elle a agi dans ses droits, rien de ce qu'elle a partagé ne viole la confidentialité, ce sont des documents de projet interne et les termes du contrat sont contraignants. La voix de Chloé s'est élevée, alors elle peut s'en aller après avoir tout gâché? J'ai fermé la mallette, je n'ai rien gâché, j'ai arrêté d'absorber les coups. Mon père a appuyé ses paumes à plat contre la table. Nous avons besoin de toi pour le compte Hamilton, nous ne pouvons pas livrer ce que ta sœur a promis, elle ne comprenait pas les exigences. Il s'est arrêté, se rattrapant trop tard. Chloé s'est tournée vers lui, stupéfaite, tu me blâmes? Il l'a regardé comme les gens regardent des immeubles en feu, réalisant trop tard qu'ils auraient dû vérifier les fondations. Je me suis levée, ce n'est plus mon problème, ai-je dit. J'ai accepté un autre poste. Chloé a laissé échapper un rire creux, aigu et cassant, qui t'embaucherait après ça? L'avocat a fermé le dossier avec des doigts tremblants, toute personne qui valorise la compétence. Pendant un moment, personne n'a respiré, j'ai tendu la main vers ma mallette. Mon père a fait un pas en avant comme pour m'arrêter, puis a laissé tomber sa main à mi-chemin. Nous pouvons encore arranger ça, a-t-il dit doucement, tu n'es pas obligé de partir. J'ai croisé son regard, enfin égal, enfin clair, je suis déjà parti. Je suis sorti de la salle de conférence, passant devant le silence stupéfait de Chloé, le choc pâle de l'avocat, le sourire mourant de mon père, et je ne me suis pas retourné. Les portes de l'ascenseur se sont fermées avec un bourdonnement feutré, et juste comme ça, tout le système que j'avais autrefois essayé de maintenir ensemble a commencé à s'effondrer sans que je lève le petit doigt. J'ai quitté le bâtiment sans vérifier si quelqu'un regardait, l'air dehors semblait différent, plus léger, comme si le poids que j'avais porté pendant des années avait enfin réalisé qu'il n'avait plus d'hôte. Le bruit de la ville se fondait en une rumeur, mais pas résonnait fermement sur le trottoir. Chez moi, la lumière à travers les fenêtres du salon était chaude, adoucissant les bords de tout ce qu'elle touchait. J'ai posé ma mallette sur la table, non pas avec finalité, mais avec un sentiment tranquille d'achèvement. L'espace semblait intact du chaos des 2 derniers jours, un endroit qui ne m'avait rien pris, un endroit qui n'exigeait pas de preuves. J'ai nourri mon chien Cooper, et il a trottiné sur le parquet, ses griffes tapotant légèrement, un son ordinaire et ancrant. Je me suis versé un verre d'eau, je l'ai tenu à 2 mains comme je tenais mon café le matin au bureau, le geste m'a surprise, une habitude transportée d'une vie à laquelle je ne devais plus rien. Ce soir-là, je n'ai pas vérifié mes emails, je n'ai pas repassé les conversations en boucle, je n'ai pas anticipé les retombées, le calme n'était pas lourd pour une fois, il était propre. Le matin, je me suis habillée sans me presser, choisissant des vêtements qui n'avaient pas besoin de communiquer l'autorité à qui que ce soit. Sur le trajet vers ma réunion avec la nouvelle entreprise, la ligne d'horizon de Paris semblait presque inconnue, comme un endroit que je voyais pour la première fois plutôt que comme un lieu que je fuyais. Leurs bureaux étaient lumineux, ouverts, remplis du son facile de gens qui ne marchaient pas sur la pointe des pieds autour de l'attention. Quand le responsable du recrutement m'a présenté à l'équipe, personne n'a évalué ma présence par rapport au statut de quelqu'un d'autre, ils m'ont juste serré la main et ont souri. Plus tard, debout près d'une baille vitrée surplombant la ville, j'ai pensé à la lettre d'admission enfouie sous les serviettes de la fête de fiançailles, aux nuits tardives passées à réparer des échéanciers impossibles, aux innombrables moments où j'étais restée silencieuse parce que le silence était attendu.
Et puis j'ai pensé au bureau vide, à la lettre de démission, à la mallette posée sur la table sans drame, chaque acte simple, précis, à moi. Partir n'était pas une perte, c'était une ouverture que j'avais créée avec rien de plus que des faits, de la retenue et une volonté d'arrêter de sauver des gens qui confondaient ma compétence avec une obligation. Pour la première fois depuis des années, le calme ne ressemblait pas à un effacement, il ressemblait à la liberté. À la fin, j'ai appris quelque chose de simple, le silence n'est pas une reddition, c'est une porte, un endroit où vous choisissez ce qui entre et ce qui n'entrera plus jamais. S'éloigner ne m'a pas brisé, cela m'a rendu à moi-même. Si vous vous êtes déjà tenu dans une pièce où votre valeur était traitée comme un bruit de fond, laissez cette histoire vous rappeler que votre vie n'a pas besoin de leur permission pour changer.